Écoute, c'est sérieux, OK? Mes stakeholders, mes actionnaires, écoute, ils méritent que je fasse le mieux pour eux. Puis si au bout de la ligne, à cause c'est une business, ça prend du talent spécialisé, il faut qu'on ait notre croissance. C'est une sortie d'Andrew Lutfy que vous avez sûrement entendu ou lu cette semaine, le grand patron des boutiques Dynamite, Garage, patron du Royal Mount aussi, le 10-30. Ça fait beaucoup réagir à ce qu'il disait cette semaine. Ça fait beaucoup de remous parce que l'homme d'affaires menace en fait de déménager son entreprise aux États-Unis et il blâme sévèrement le Québec pour des politiques d'immigration qui seraient trop restrictives selon lui. Le gouvernement Legault a rejeté ses critiques, mais les déclarations ont tout de même eu une grande visibilité cette semaine et je vais en parler donc avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, une sortie comme celle-là de Andrew Lutfy, évidemment, c'est pas improvisé. Il a fait le tour de plusieurs médias dans la même journée. Louis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, non, c'est pas improvisé. C'est certain qu'il y a un ras-le-bol, là, puis on a décidé de l'exprimer très clairement. Faut dire que déjà, il y avait un article le matin dans le quotidien La Presse, puis bon, les médias électroniques ont repris. On l'a vu à Zone Économie ici, une entrevue remarquée. Oui, donc, au Téléjournal aussi. Au Téléjournal aussi, c'est vrai. Puis donc, il y a eu... est-ce qu'il y a une stratégie? Enfin, je dois dire, la première chose, c'est que M. Lutfy, il dit quelque chose qu'on entend régulièrement. Donc, des critiques sur le fait que le gouvernement comprend mal les enjeux des entrepreneurs en immigration, en fiscalité, etc., toutes les questions de compétitivité. Donc, on déplore ça. Maintenant, c'est beaucoup centré, son discours, sur ses problèmes à lui. Donc, s'il y avait une stratégie, c'est une stratégie pour ces entreprises, c'est clair, mais c'est pas une stratégie, je disais, si c'était une stratégie qui visait à faire changer les choses, ça se serait déroulé autrement. Donc, on aurait eu peut-être des alliés, on aurait eu peut-être, oui, c'est ça, puis ça serait pas simplement un coup de gueule, mais ça serait à long terme. Donc, stratégie, oui, ben, peut-être pour eux, là, mais pas nécessairement pour faire changer les choses. Puis, il faut dire, ce discours-là, on pourrait se délocaliser, là, on l'entend quand même régulièrement. Donc, mais cette semaine, la force du discours était plus forte encore de ce à quoi on est habitué. Oui, et la force du discours de délocalisation peut-être aussi qui résonne encore plus étant donné les menaces américaines et le désir du président américain de voir les entreprises se délocaliser. Vous dites, effectivement, il était seul lors des déclarations. Il a reçu quand même l'appui du milieu des affaires, la Fédération des chambres de commerce notamment, qui disait, bon, être débordé d'appels de gens d'affaires qui pensent de la même façon. Mais c'est intéressant justement, Martine, de voir quand une sortie comme celle-là est faite, qui se positionne et qui ne se positionne pas non plus. Oui, aussi. D'abord, je crois que M. Lutfy n'a pas à être le porte-parole parce que son problème, il parle pour son entreprise, il parle pour son conseil d'administration, sachant très bien qu'il y a d'autres entreprises qui vivent la même chose. Donc, c'est à eux à faire leur propre aussi exercice de communication s'ils le veulent. Alors, il n'est pas obligé de porter ce drapeau pour toute la communauté des affaires. L'autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est le silence des candidats à la mairie. Pourquoi? Parce que c'est d'abord et avant tout un Montréalais. Il reste parce qu'il aime sa ville. C'est pour ça qu'il reste. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque justement, si on veut, des barreaux dans ses roues. Il reste parce qu'il est Montréalais. Ses enfants sont ici. Moi, si j'étais candidate à la mairie, je me serais tenue à côté de lui ou bien par la suite, j'aurais fait une sortie pour faire « Nous allons accompagner nos entrepreneurs montréalais pour s'assurer qu'ils puissent avoir une voix au gouvernement provincial ou fédéral. » Ça aurait pu être une occasion de visibilité. Oui, c'était une belle occasion et surtout que ce qu'il demande, et il l'a dit dans ses interviews, il dit « D'habitude, c'est 13 mois. » Mais là, on a on aimerait avoir une certaine flexibilité, des exceptions. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est pas la CAQ au complet qui a dit non, nous, on tient à nos règles. Parce que le ministre des Finances, qui parle le même langage que M. Lutfy, qui parle le même langage que la communauté des affaires, a dit... J'aimerais l'entendre, je suis là pour l'entendre, je suis ouvert à lui parler parce qu'il comprend cette réalité économique-là. Donc, je pense que ce que nous, en tant que consommateurs, on souhaite voir, c'est une flexibilité qui sera un reflet de l'actualité, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelle est la réalité des marchés. On comprend d'un côté la volatilité du marché, puis de l'autre côté, cette anxiété économique aussi qui existe.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont écouté ça avec attention. Pourquoi? Parce que M. Lofty, quand on parle de garage et dynamite, c'est un public très ciblé. Oui. Et il y a des parents qui se disent, mais moi, mon enfant, est-ce que je vais devoir expliquer à mon enfant que cette entreprise va changer ou va déménager? Donc, je pense qu'il y avait plusieurs publics qui étaient très, très attentifs. Et c'est ça la force du message de M. Lofty. Oui, c'est ça. Ce sont des produits qu'on connaît bien. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on est plus attentif aussi. Il faut dire aussi que ça vient jouer dans l'étal de tout le discours par rapport à l'immigration aussi qui est très sensible. Quand on venait parler aussi de la francisation des employés. Donc, ça vient brasser beaucoup de choses. Le Parti québécois qui lui disait que ce sont des caprices, finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même délicat quand des personnes du milieu des affaires prennent la parole, quand on entend notamment qui discutent des taux d'imposition, ça peut facilement se retourner contre eux aussi, ce genre de déclaration. C'est ça le danger là, pour les gens d'affaires quand ils prennent la parole dans ces situations-là. Parce que les enjeux d'immigration, c'est des enjeux nationaux, c'est pas des enjeux seulement d'affaires. Les enjeux de fiscalité, c'est des enjeux nationaux. C'est lié aux missions de l'État. Les gens d'affaires ne parlent pas nécessairement ce langage-là, mais ils doivent composer avec un gouvernement qui ne parle pas le langage des gens d'affaires. Donc ça, on pourra le déplorer, mais je vous le dis, dans 150 ans, on va continuer de le déplorer. Ça va toujours être ça. Donc là, il faut vivre avec cette réalité-là, première chose. Mais quand on fait une déclaration publique comme ça, moi, la mesure, la barre de passage, c'est est-ce que ça va être interprété comme étant dans mon intérêt personnel ou ça va être interprété comme étant dans l'intérêt du plus grand nombre? Dans le cas de M. Lofty, quand même, on peut dire que son discours représente ce que beaucoup d'entreprises disent dans toutes les régions du Québec. Donc, on s'est reconnu là-dedans. Puis il y a un fond de pragmatisme dans le public québécois qui dit, effectivement, ça devrait être un peu moins compliqué. Effectivement, s'il y a des talents d'ailleurs qui veulent venir ici, on devrait leur faciliter l'accès. Puis il y a un fond pragmatique au Québec qui a bien entendu ce discours-là. Donc, ça dépasse les lignes politiques, je dirais. Oui, et c'est étrange quand même ce choix de mots du Parti québécois de caprice, parce que M. Lofty l'a bien dit, c'est près de 6 milliards de dollars la valeur de l'entreprise. Et il a donné un exemple très concret. Il a dit, vous savez, ces garderies à 10 dollars par jour, c'est parce qu'il y a des contribuables comme notre entreprise qui contribuent à ça. Tous les Québécois contribuent, mais lui, il contribue peut-être un petit peu plus. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Il a quand même des milliers d'employés. Je ne pense pas que de tout de suite taxer ce qu'il a dit de caprice, premièrement, ça ferme la porte à la négociation, c'est sûr. Et si demain matin, le Parti québécois prend le pouvoir, est-ce que c'est comme ça qu'il va échanger avec la communauté des affaires? J'ai trouvé le mot de choix particulier. Oui, puis il vient de prouver, le Parti québécois, je ne comprends pas ces enjeux-là. Pensez ça c'est un mauvais geste là, pour le parti. On va parler de Post Canada maintenant. Les travailleurs qui sont en grève depuis jeudi soir, depuis l'annonce de ce plan de transformation qui a été annoncé par le gouvernement du Canada. Des pertes de plus de 5 milliards de dollars depuis 2018 pour Post Canada. Et le ministre Joël Lightbound a eu des mots très forts, justement, lorsqu'il en parlait. Il parlait de désastre, de crise existentielle. C'est un défi, Martine, pour le syndicat de renverser ce discours-là dans l'opinion publique à ce point-ci. D'abord et avant tout, les consommateurs veulent recevoir leur courrier. C'est ça. Quand ils en ont à recevoir. Quand ils en ont à recevoir. Ça, c'est la base. Est-ce que ce service est encore rendu? Maintenant, si la réponse est oui... Présentement, non, en raison de la grève. Présentement, non. Alors, je pense que... Et de réaliser aussi la compétition. Que fait la compétition que Post Canada ne fait pas? Je pense que M. Lightbound, dans son discours aussi, c'est ce qu'il voulait. Il a mis en lumière cette nouvelle réalité, qui est la réalité, justement, d'une compétition qui n'existait pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Donc, on doit s'ajuster. Maintenant, les mots étaient forts et il aurait peut-être dû en parler, avant d'en parler devant les micros, en parler aux représentants de Post Canada. Et des fois, le problème, c'est ça. C'est qu'on ne parle pas aux principaux intéressés. On fait des déclarations comme ça. Il n'y a rien dans ce qu'il a dit qui est faux. Tout ce qu'il a dit est vrai. Les chiffres sont là pour le prouver. Tout est dans l'approche, tout est dans la manière. Louis? Oui, bien, ça fait quand même des années que le climat est explosif avec le syndicat. On sait que n'importe quoi qui se dit d'un
côté ou de l'autre est épié par l'autre parti. Bon. Puis, mais quand même, il y a une guerre de communication, là, parce qu'on est dans un cas où les deux partis ont quelque chose à dire qui résonne dans l'opinion publique. Donc, quand le ministre Lightbound dit l'entreprise ne couvre pas ses frais, c'est pas viable, les gens disent, bien, une entreprise qui couvre pas ses frais doit faire ses frais. Donc ça tombe sous le sens. Mais quand le syndicat dit, vous devez conserver les privilèges que vous avez, comme le courrier à domicile, puis la livraison du courrier tous les jours, ben les gens disent, ben oui, oui, ça, on devrait garder. Mais cette opinion-là évolue. Puis je suis tombé sur un sondage de 2022, un sondage Écosse, fait pour le gouvernement, le Services et Approvisionnement Canada, qui est le ministère responsable de Poste Canada, qui demande aux Canadiens, êtes-vous d'accord avec le fait qu'on n'ait plus le courrier à domicile? Puis, curieusement, il y a 64 des Canadiens qui étaient d'accord en 2022. Donc ça veut dire que ça a peut-être encore progressé positivement du point de vue du gouvernement. Puis, on demandait aussi aux gens, êtes-vous d'accord qu'on cesse la livraison tous les jours? Bien, on le voit ici. Ah, voilà, donc, réduire la fréquence du courrier, 64 favorable. Êtes-vous d'accord qu'on mette fin à la livraison à domicile? Donc, ce sera dans des boîtes communautaires pour tout le monde. 55 qui étaient favorables, donc un peu moins favorables. Il faut dire qu'il y a déjà une grande proportion de la population qui le reçoit dans des boîtes communautaires. Oui, déjà beaucoup de monde. Puis, la dernière chose, c'est que les gens, ce qu'ils disaient dans ce sondage-là, pas 70 mais les gens, ce qu'ils disaient, le plus important, c'est d'avoir accès à un bureau de poste ou un comptoir postal pas trop loin. Ouais. C'est ça le plus important. Puis, au Canada, 70 de la population vit à moins de 3 km d'un bureau de poste. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'on dit, c'est préserver ça. Et puis, après ça, bien, on verra pour le courrier tous les jours. On peut vivre peut-être avec une journée de délai. D'où la spécificité quand même du milieu rural, là, justement, par rapport au bureau de poste. Oui. C'est parce qu'il y a l'aspect économique qui est absolument important, mais en se rappelant que c'est un service essentiel. Et un jour, on pourra faire un segment sur est-ce que les services essentiels doivent être rentables ou non. Je pense que ça, c'est une autre conversation. C'est une conversation fiscale, une conversation économique, mais il y a l'aspect social aussi. Et le syndicat en a parlé, c'est-à-dire de ce lien entre les facteurs et surtout les personnes à mobilité réduite ou les personnes plus âgées qui ne sont pas surtout pour les personnes plus âgées, ne reçoivent pas leur facture en ligne, par exemple, ne peuvent pas aller, je veux bien le 3 km de distance d'une boîte postale ou d'un bureau postal, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Donc, il y a la valeur sociale aussi. Donc, je pense que collectivement, en tant que pays, on doit se poser la question, est-ce que socialement, nous avons encore besoin de quelle est la valeur de cette entité-là? Oui. Il y a des gens qui en ont besoin. Voilà. Définitivement. Ouais. On va voir donc s'il y a un rapprochement entre les deux parties, parce que là, pour l'instant, effectivement, ça, le torchon brûle, comme on dit, oui. entre les deux. Martine Saint-Victor, Louis Aucoin, grand bonheur. Merci beaucoup. Merci. Bon samedi. Au revoir.